Bonjour chez vous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien du jour. Nous sommes précisément à Parakou avec le professeur Biaou. Je vais le laisser se présenter plus amplement. Bonjour Claire Stéphane, mon nom c'est Honoré Biaou. Je suis enseignant à la faculté d'agronomie Université de Parakou, maître de conférence en écologie et conservation des ressources naturelles. Nous avons besoin de vous et voilà pourquoi nous nous sommes dirigés vers vous justement pour parler plus précisément de tout ce qui est écosystème, de tout ce qui est biodiversité, mais surtout des services écosystémiques. Et déjà, on aimerait bien planter le décor avec la nuance entre écosystème et biodiversité. Est-ce qu'il y a une nuance? Merci, c'est déjà intéressant d'aborder ces sujets dont on ne parle pas souvent. Pour faire simple, la biodiversité, c'est la diversité du vivant. La diversité des êtres vivants, ça vient du mot bio, qui veut dire vivant, et diversité. Et en général, en parlant de biodiversité, on voit trois éléments. Il y a la diversité des espèces, la diversité génétique au sein des espèces et la diversité des habitats. Puisque c'est les habitats qui soutiennent la vie de ces espèces-là. Et quand on parle d'écosystème, on parle des êtres vivants et de leur environnement. Il y a plusieurs types d'écosystèmes. Donc c'est un ensemble complexe constitué d'êtres vivants et leur environnement. L'environnement est généralement le milieu inerte, le sol, le climat. Et les êtres vivants peuplent cet environnement-là, entretiennent des relations avec cet environnement. Donc en clair, la biodiversité est dans des écosystèmes. Les deux notions ne sont pas à confondre. Quand on parle de biodiversité, on parle simplement de la diversité de ce qui existe. Et quand on parle d'écosystème, on parle non seulement des êtres vivants, de leur environnement et des interactions qu'il y a entre ces êtres vivants et leur environnement. C'est très important de clarifier cela parce qu'on se mélange un peu à parler écosystème et à parler biodiversité. On se dit, bon, est-ce que ce n'est pas la même chose? Merci beaucoup de nous clarifier ces deux paramètres-là quand même. Alors, on aimerait savoir, on parle également de services écosystémiques. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Les services écosystémiques, c'est l'ensemble des avantages que la nature procure à l'homme et aux êtres vivants en général. On parle d'avantages aussi bien matériels que immatériels. Les avantages matériels, c'est par exemple la nourriture, les combustibles, les matériaux de construction, mais il y a également des avantages immatériels. Par exemple, les activités récréatives, la beauté du paysage. C'est des éléments, c'est plus facile de donner une valeur aux avantages matériels, mais pour les avantages immatériels, c'est des éléments qui sont difficiles à quantifier, mais qui existent quand même. Et quand on prend par exemple les forêts sacrées, si elles n'existaient pas, il y a certaines populations qui ne pourraient pas pratiquer certains rites. Donc, c'est des éléments qui sont difficiles à estimer, à quantifier, mais qui quand même jouent un rôle important pour l'homme. Mais dites-nous déjà quels sont les types de services que nous fournissent les écosystèmes. Ils sont nombreux. Depuis 2005, il y a un panel international de chercheurs qui a essayé de les ranger dans des catégories. Il y a ce qu'on entend par des services d'approvisionnement. C'est les plus simples, les plus évidents. C'est la nourriture, les combustibles, les matériaux de construction, tout ce qui est tangible qu'on peut voir. Il y a les services culturels qui sont intangibles, on ne les voit pas, mais on s'en sert. C'est tout ce qui est activité récréative, éducative. On y met également la recherche que nous faisons sur les écosystèmes ou les espèces. Il y a les services de soutien. Ils sont à la base de tous les autres services. Donc c'est l'offre d'habitat, l'offre des espèces, donc la biodiversité est comprise généralement dedans. Il y a les services de régulation que nous ne voyons pas non plus, même si on voit leurs effets. C'est la régulation de l'air, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la régulation du climat. Tout ça, c'est des services qui sont importants pour les communautés. Mais où est-ce qu'on range alors, j'aimerais m'intéresser à l'agriculture, la pêche, la foresterie, par exemple, où est-ce qu'on les range?
L'agriculture, la pêche, la foresterie, c'est des activités qui utilisent les services écosystémiques. On peut ranger l'agriculture, la foresterie, la pêche comme des activités fournissant des services d'approvisionnement parce qu'on y tire essentiellement la nourriture et des biens de consommation. Mais ces services-là s'appuient sur d'autres parce que pour faire l'agriculture, il faut que le sol soit fertile. Et donc la fertilité du sol, par exemple, c'est tantôt rangé dans les services de soutien, tantôt dans les services de régulation. Régulation au sens de renouvellement des éléments chimiques du sol pour faciliter la croissance des plantes. Donc la foresterie également, c'est une activité qui fournit essentiellement des matériaux de construction et des combustibles. Mais pour se développer, les forêts ont besoin également du support du sol, de la fertilité du sol. Et j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi à la gestion, à la protection réussie de ces systèmes, de ces services écosystémiques-là. Qu'est-ce qu'il faut pour garantir leur bonne protection et également leur bonne gestion? La première chose qu'il faut noter, c'est qu'en général, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils tirent comme bénéfice, comme avantage de la nature, la majorité des personnes ont tendance à citer les services d'approvisionnement, les biens tangibles, ceux qu'on voit. Pour assurer une bonne protection des services écosystémiques, il faut déjà commencer par les connaître, y compris ceux qu'on ne voit pas. Parce que je l'avais dit tantôt, les services de soutien, par exemple, sans eux, aucun autre service n'existe. Aucune espèce ne peut se développer sans les services de base, les services de soutien. Donc la protection des services écosystémiques passe par leur connaissance et par des actions qui couvrent l'ensemble des services écosystémiques et non juste une catégorie. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes sous le coup des effets des changements climatiques. Comment se portent les écosystèmes à l'ère de l'explosion des effets des changements climatiques? Qu'est-ce qui en est? Les écosystèmes déjà sont dépendants de plusieurs facteurs, essentiellement le climat, le sol, c'est ce qui conditionne l'existence des espèces, leur distribution. Donc toute modification qu'on a au niveau du climat se répercute au niveau des espèces en termes de répartition, en termes d'abondance. Et comme ces espèces-là sont des éléments importants pour la fourniture des services écosystémiques, dès qu'elles sont affectées, ça veut dire que la fourniture des services écosystémiques peut diminuer à certains endroits. Et je dis peut diminuer parce que les changements climatiques, quand on en parle, on a toujours tendance à voir juste le côté négatif. Diminution de la pluviométrie, augmentation de la température, mais les changements ne sont pas uniformes partout. Donc sur la planète, il y a des endroits où il y aura des augmentations de pluviométrie, il y a des endroits où il y aura baisse de température, pendant qu'à d'autres endroits, ça sera le contraire. Donc les espèces ne seront pas affectées de la même manière, les régions ne seront pas affectées de la même manière. Je pense qu'il faut commencer à rétablir les équilibres naturels, parce que la nature, sans intervention de l'homme, elle sait réguler la plupart de ces phénomènes qui nous posent problème aujourd'hui. Quand nous parlons d'inondation, par exemple, dans beaucoup de cas, c'est que la végétation a été complètement dévastée et ça ne permet plus l'infiltration de l'eau et on assiste à des inondations à cause des ruissellements accrus. Et donc, il faut déjà commencer par restituer et restaurer la nature dans son état initial pour qu'elle puisse réguler ces phénomènes-là. Maintenant, lorsque les phénomènes se produisent, il est peut-être déjà trop tard pour parler de restaurer l'état d'équilibre de la nature. En ce moment, c'est l'aménagement qui devrait intervenir pour aider à assurer quand même la survie des communautés et le maintien d'un certain nombre de fonctions vitales. Donc par aménagement, j'entends la construction éventuellement d'ouvrages pour contenir l'eau, puisque c'est cet exemple-là qu'on avait donné. Des barrages ou des ouvrages de drainage pour évacuer les excédents d'eau selon la manière dont le problème se manifeste. Encore une fois, les problèmes ne se manifestent pas de la même manière partout. Et à certains endroits, on a des augmentations de pluie.
À d'autres, il n'y a pas de changement, mais la répartition change et on voit aussi des inondations apparaître, simplement parce que le nombre de jours de pluie diminue et il y a une concentration des pluies sur une période plus courte. Donc à ces endroits-là, les réponses vont être différentes par rapport aux endroits où il s'agit d'augmentation ou de diminution des pluies. J'aimerais bien qu'on aborde rapidement les incidences positives et les incidences négatives sur les services écosystémiques rapidement. Et si le temps nous le permet, vous revenez rapidement sur la situation, l'état des lieux au Bénin, puisque nous sommes au Bénin. Vous êtes sur le terrain, vous avez certainement fait des études, et rapidement avant qu'on ne boucle. En termes d'incidence du changement climatique, c'est surtout la répartition et l'abondance des espèces qui est affectée lorsque le climat est bouleversé. Maintenant, en termes de changement, on voit d'abord les changements négatifs, puisque c'est ce qui affecte le plus durement les communautés humaines. Il n'y a que certaines espèces risquent de disparaître du fait que leur optimum écologique n'est plus atteint. La quantité de pluie n'est plus suffisante ou la répartition des pluies ne permet plus à ces espèces-là d'exister. En termes d'incidence positive, je donnerai juste le premier exemple qui me vient à l'esprit. Il y a certains pathogènes ou certains micro-organismes porteurs de maladies qui sévissent dans certaines régions qui disparaîtront pour les mêmes raisons parce que leur optimum écologique n'est plus atteint. Mais dans le même temps, on verra aussi des pathogènes migrer vers de nouvelles zones. Souvent, on parle des moustiques, par exemple, en Europe, dans certains pays européens, puisque les températures sont en train d'augmenter. On voit de plus en plus d'espèces tropicales remonter vers des latitudes où ces espèces-là n'étaient pas connues. Et c'est associé aussi à l'apparition de maladies qui n'étaient pas connues dans ces régions, comme par exemple la malaria. Au Bénin, le tableau est sombre comme partout ailleurs, puisque d'abord au niveau global, on note que la plupart des problèmes que nous évoquons sont apparus avec la révolution industrielle. Donc l'augmentation de la capacité, l'amélioration de la capacité de l'homme a altéré son environnement pour des besoins de production. Au départ, l'homme produisait de manière inconsciente sans se soucier de l'impact qu'il pouvait avoir sur son environnement. Mais de plus en plus, il y a beaucoup d'études qui montrent que les activités de l'homme sont nocives pour l'environnement. Donc au Bénin, les principaux facteurs de dégradation de l'environnement sont associés à l'agriculture, à l'élevage, aux activités d'exploitation forestière, à la pêche. Et les principaux problèmes surviennent parce que dans beaucoup de cas, on fait de la surexploitation, c'est-à-dire qu'on prélève plus qu'on ne devrait dans les écosystèmes. On ne leur permet donc pas de se reconstituer sur le long terme. Et au Bénin, déjà, nous n'avons pas une grande quantité de ressources. Je m'intéresse spécifiquement à la foresterie. Le Bénin n'est pas un grand pays forestier et on a très peu de végétation comparé à d'autres pays autour de nous. Et donc, l'augmentation de la population fait aussi que la pression devient de plus en plus grande. La demande augmente. Et on voit des parties entières du pays complètement déboisées. Et donc, qui laisse place à la savanisation ou progressivement à la sahélisation. Merci beaucoup, professeur. Ce fut un grand plaisir pour nous de vous avoir sur l'entretien du jour. Merci, tout le plaisir est pour moi. À bientôt. Vous l'avez compris, c'est la fin de notre émission. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.